C'est l'heure de retrouver Christophe Dard pour l'histoire des Juifs de France. L'histoire des Juifs de France sur Radio J, c'est chaque jour en compagnie de notre cher Christophe. Et nous allons évoquer une affaire qui va toucher plusieurs villes du pays à la fin des années 60 et rester célèbre sous le nom de l'une des communes concernées où l'affaire va être la plus retentissante. Il s'agit de la rumeur d'Orléans. En 1969, le bruit court que des jeunes femmes sont kidnappées dans les cabines d'essayage de plusieurs magasins de vêtements de la ville, tous tenus par des Juifs afin de les envoyer à l'étranger et de les prostituer dans le cadre de la traite des Blanches. Christophe, avant de parler de cette folle rumeur racontée au départ par des adolescentes et qui devient ensuite un délire antisémite qui se répand comme une traînée de poudre, rappelons que des Juifs ont souvent été la cible de on-dit calomnieux depuis l'Antiquité. Et oui, c'est l'occasion effectivement de faire un récap sur ce point. Les Juifs accusés de la haine du Christ, donc des chrétiens, et suspectés d'infanticide rituel, notamment pendant la fête de Pessah. C'est une rumeur qui prend encore plus de poids au Moyen-Âge. À partir du XIIe siècle, les accusations qui se multiplient, notamment dans le royaume de France, et des Juifs d'ailleurs qui vont en subir les conséquences avec des pogroms. Ces rumeurs qui seront présentes à chaque siècle. En 1840, peut-être la plus connue, c'est ce moine chrétien et son serviteur assassiné, le consul de France à Damas, qui accuse les Juifs de crimes rituels, et des suspects qui avouent sous la torture des faits qu'ils n'ont pas commis seront libérés à la suite de l'intercession de Méhémet Ali, le vice-roi d'Égypte, par le biais d'une délégation juive menée notamment par l'avocat Adolphe Crémieux. Outre l'accusation de crimes rituels, deux rumeurs persistantes au Moyen-Âge accusent les Juifs de profanation des hosties et également d'empoisonnement des puits. Eh oui, une théorie qui apparaît en France au début du XIVe siècle. Les Juifs sont accusés de propager la lèpre, et lors de l'épidémie de peste noire qui touche l'Europe au milieu du XIVe, l'accusation selon laquelle la maladie est due à un complot des Juifs pour anéantir les chrétiens en empoisonnant les puits d'eau potable gagne du terrain. En représailles, les Juifs sont brûlés vifs, des pogroms sont commis d'abord dans la partie sud du royaume, puis dans la moitié nord. En 1349, à Strasbourg, près de 2000 Juifs vont périr sur le bûcher. Leurs biens sont pillés, répartis entre les bourgeois de la ville, l'évêché et la nouvelle municipalité. À partir du 19e siècle, certains commencent à parler de complot judéo-maçonnique, et ceux qui y croient s'appuient sur les protocoles des sages de Sion, un texte inventé de toutes pièces par la police secrète du tsar et publié pour la première fois en Russie en 1903. Le texte se présente comme un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les francs-maçons. Diffusé à l'échelle internationale dès sa parution, les protocoles des sages de Sion se diffusent après la Première Guerre mondiale, car ils expliqueraient la Grande Guerre et la révolution bolchevique. Les tenants du complot évoquent la coïncidence des dates entre la déclaration Balfour, le 2 novembre 1917, lettre dans laquelle le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et celle de la Révolution d'octobre, 5 jours plus tard. Les premières traductions françaises sont publiées en 1920 sous le titre Protocole, procès-verbaux de réunion secrète des sages d'Israël. Adolf Hitler y fait d'ailleurs référence dans Mein Kampf comme argument justifiant à ses yeux la théorie du complot juif. Après la Seconde Guerre mondiale, le complot sioniste et le lobby juif deviennent les rumeurs les plus persistantes. Alors voilà pour ce survol des rumeurs concernant les Juifs depuis l'Antiquité. Nous sommes maintenant à Orléans, ville paisible de 150 000 habitants à une centaine de kilomètres du sud de Paris au printemps 1969. Des jeunes filles racontent alors une étrange rumeur dans les cours de récréation. Eh oui, et que dit cette histoire? Que les cabines d'essayage de magasins d'habillement du centre-ville, rue de Bourgogne et de la République, seraient en fait des pièges tendus aux jeunes femmes venues acheter des vêtements. Elles seraient en effet piquées par des injections hypodermiques avec des aiguilles placées dans les talons des chaussures qu'elles essaient. Droguées, elles disparaîtraient ensuite par une trappe en bois située sous la cabine d'essayage, et de là elles seraient exfiltrées par des souterrains qui existent sous la ville depuis le Moyen-Âge et reliés aux rives de la Loire, où ces femmes embarqueraient sur des bateaux pour être livrées de nuit à un réseau de prostitution situé au Moyen-Orient
ou en Amérique du Sud. Et de 3 victimes qui auraient été retrouvées ligotées et droguées dans une cave d'un atelier de confection de vêtements. On passe à 6 victimes de ce prétendu réseau, puis à 26 en l'espace de quelques jours. Et vous l'avez compris, la rumeur s'étend. Au début, on ne parle que de traite des blanches et de filles enlevées dans les cabines d'essayage. Puis il commence à être question de 6 magasins tenus par des juifs, dont un d'ailleurs ne l'est plus, puisqu'il a été vendu à de nouveaux propriétaires. Le magasin, le premier incriminé, s'appelle Dorphée, tenu par un jeune juif du nom d'Henri Licht. Dorphée, ce qui rappelle Morphée, la divinité des rêves, le sommeil, ce qui donne du coup de crédit à la rumeur, puisque l'on raconte que les filles enlevées sont droguées et endormies lors de leur enlèvement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, alors qu'il n'y a aucune preuve, l'affaire est prise très au sérieux. Le procureur de la République est saisi et la police est chargée de mener une enquête auprès des commerçants. Des descentes sont discrètement effectuées chez ceux pointés du doigt. Le préfet rend compte au ministre de l'Intérieur de l'avancée du dossier. Le dossier qui est vide. Aucune disparition suspecte n'a été répertoriée dans les environs. Mais la rumeur prospère dans tous les milieux orléanais. Certains disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pour celles et ceux qui sont convaincus et l'alimentent, la presse cache l'affaire et les autorités ne font rien car elles sont sous la pression du lobby juif. Par dérision, un membre de la communauté juive du Loiret affirme que les clientes disparues sont prises en charge par un sous-marin situé sur la Loire. Alors, un sous-marin sur la Loire, quand on sait ce qu'est la Loire, un sous-marin c'est impossible, mais bon. Et ce qui est vu justement comme une boutade, va conforter au contraire la rumeur. Tout comme d'ailleurs un autre événement qui va se dérouler à la même période. En effet, le 6 mai. Donc vous voyez, on est vraiment là dans la période où la rumeur prend de l'importance. Au début de ce mois de mai 1969 à Orléans, un magazine People, noir et blanc, publie un extrait d'une traduction d'un livre d'un journaliste anglais, L'esclavage sexuel, dans lequel une femme est droguée dans un magasin de vêtements à Grenoble. Problème en plus de ce texte, il n'est pas sourcé, pas daté, bref, de quoi Léa alimenter encore un peu plus la rumeur. C'est froid dans le dos. Et pour ne rien arranger, et malheureuse coïncidence, une enseigne de confection destinée aux jeunes filles et aux jeunes femmes ouvre dans le centre-ville d'Orléans le 10 mai et se nomme Aux Oubliettes. La boutique comporte des cabines d'essayage qui se trouvent dans une cave avec un décor médiéval. Hasard du calendrier, tous ces événements se succèdent aussi alors que viennent d'avoir lieu à Orléans les fêtes annuelles de Jeanne d'Arc, des fêtes catholiques. On rappelle quand même pour la petite histoire que Jeanne d'Arc, qui a commandé l'armée française lors de la libération de la ville le 8 mai 1429, était célébrée depuis longtemps dans la cité orléanaise. Conséquence de cette rumeur, les commerces visés sont désertés par les clients. Des attroupements de plus en plus importants et menaçants se forment devant les magasins. Les propriétaires sont montrés du doigt et insultés. La nuit, ils sont harcelés par des appels téléphoniques anonymes. Et oui, au début, ce qui était effectivement, vous vous rendez compte, en seulement quelques semaines, en quelques jours, au départ, une rumeur, une histoire comme ça, presque un peu, à dormir debout dans une cour de récréation. Effectivement, là, en quelques semaines, devient très sérieuse et la tension est à son comble fin mai 1969. Le samedi 31, c'est un jour de marché, un nouveau rassemblement se déroule aux abords des commerces suspectés. Là, clairement, on craint un pogrom. Donc là, ça ne rigole plus du tout, parce que là, vraiment, il y a vraiment des menaces très vives. Et les commerçants, bien sûr, tétanisés, qui décident de ne pas répliquer, parce qu'ils savent que s'ils ont le malheur de commencer, à rentrer dans le jeu, ça peut très mal finir. Le lendemain, 1er juin, jour du premier tour de l'élection présidentielle. Donc là, ça se calme. Et oui, c'était le premier tour de cette élection qui avait suivi le départ du général de Gaulle quelques semaines plus tôt. La situation s'apaise, mais les 2 et 3 juin rebelote, l'agitation reprend. Et les commerçants sont désemparés. Et là, ils décident de riposter en alertant la presse. Lundi 2 juin, un journaliste envoie une dépêche à l'AFP. 2 articles paraissent dans la presse régionale, un dans la République du Centre et la Nouvelle République. Précisons qu'aucune disparition de femme n'a été signalée, comme c'est le cas depuis le début de la propagation de cette rumeur d'Orléans. Écoutez, une histoire à dormir debout. Effectivement. Merci et on n'a Christophe. Pas fini d'en parler. Et on n'a pas fini d'en parler. Merci Christophe pour la première partie de ce dossier. Et nous continuerons d'en parler au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France.